Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Parlons Vrai chez Bourdin, 2 heures d'émission, vous le savez, vous avez l'habitude. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous pouvez intervenir. Vous avez aussi l'habitude, je vous redonne notre numéro 0826 300 300. Nous allons parler de plusieurs sujets. La lutte contre la fraude sociale, entre 6 et 8 milliards d'euros de fraude par an. C'est ce que dit la Cour des comptes. Le gouvernement dévoile son plan de lutte. Obligation de résider 9 mois par an en France pour toucher les prestations. Contrôle des retraités de plus de 85 ans installés à l'étranger. Croisement des fichiers des caisses d'allocation familiale et du ministère de l'Intérieur. Fusion de la carte vitale et de la carte d'identité. Dans un instant, avec nous Charles Prats, magistrat, auteur de plusieurs livres sur les fraudes. En 5 minutes, et nous avons essayé ce matin, il est possible de se procurer un faux arrêt maladie sur les réseaux sociaux. Beaucoup de journalistes ont testé, c'est extrêmement facile, nous allons en parler. Le gouvernement veut créer une cyberbrigade. Missiles et drones sur Kiev et l'Ukraine, intensification des bombardements. Moscou tente-t-il d'épuiser les défenses antiaériennes ukrainiennes? Quelles sont ces défenses? Nous en parlerons tout à l'heure. 11h midi, notre débat sur l'AME, l'aide médicale d'État. Faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer? Dissension au gouvernement. Gérald Darmanin, prêt à discuter des modalités de cette aide. D'autres ministres sont opposés à tout changement. À 12h05, je recevrai le sociologue Michel Vievorka. Il souhaite que Laurent Berger soit candidat à la prochaine élection présidentielle pour répondre aux 2 pôles extrêmes de gauche et de droite. La violence est multiple en France. Notre système politique et institutionnel est épuisé, dit-il. Sommes-nous en route vers l'autoritarisme? Il est 10h32. Merci d'être avec nous comme tous les matins. Auparavant, je voudrais vous rappeler que vous pouvez retrouver tous les jours votre émission Parlons Vrai chez Bourdin. Si vous avez manqué le direct, si vous voulez réécouter l'émission, ce n'est pas compliqué. Elle est immédiatement disponible en podcast, sudradio.fr. Et puis, vous pouvez écouter l'émission, la suivre sur notre application Sud Radio. Pour rappel, vous pouvez aussi nous écouter en direct, Facebook Live et YouTube. En direct et replay sur la chaîne Sud Radio. 10h33. Merci d'être avec nous. Félix Mathieu, bonjour. Bonjour. Dans quel monde on vit, Félix? Le ministre comorien des Affaires étrangères et son épouse sont soupçonnés de fraude aux prestations sociales françaises. 251 000... Sur l'île de la Réunion. Parce que l'épouse du ministre vit à La Réunion, c'est bien cela. C'est ça. 251 000 euros de fraude à la sécurité sociale et à la caisse d'allocation familiale, selon Le Monde. Tout de même, Douaïr Doulkamal et son épouse visés par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Saint-Denis de La Réunion. Selon le journal de l'île de La Réunion, le chef de la diplomatie comorienne a reçu la nationalité française en 2000 avec son épouse qui réside donc à La Réunion. Il recevait le RSA, il bénéficiait de la couverture maladie universelle et pour ce faire, Douaïr Doulkamal aurait passé sous silence ses salaires reçus aux Comores via ses différentes fonctions politiques passées. Avant d'être ministre, il a été député, conseiller spécial d'un gouverneur local ou encore commissaire des finances de l'île d'Anjouan. Pour toucher les allocations familiales, l'allocation logement, l'allocation de rentrée scolaire ou encore la prime de Noël, le ministre et son épouse, selon la CAF citée par Le Monde, ont sciemment commis des incohérences dans leur état civil sur les numéros de sécurité sociale ou encore sur les noms et prénoms inversés dans les dossiers pour entretenir un peu la confusion. Pas de réponse à l'heure actuelle aux demandes de recouvrement formulées par la CAF de La Réunion. Le ministre comorien des Affaires étrangères est couvert par son immunité diplomatique. La sécurité sociale de La Réunion a également porté plainte pour ses soins médicaux dont il a bénéficié sous le régime de la CMU sans y être éligible. Des révélations embarrassantes pour le gouvernement comorien en plein bras de fer sur l'opération Wambushu. Les Comores, souvenez-vous, avaient au début suspendu les liaisons maritimes pour empêcher les expulsions menées par la France. Charles Prats, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat, auteur de plusieurs livres sur les fraudes, Cartel des fraudes, Cartel des fraudeux aux éditions Ring. Charles Prats, vous connaissiez cette affaire du ministre comorien des Affaires étrangères. C'est invraisemblable. Hein. Oui, en fait, c'est une affaire que j'ai découvert. La presse de La Réunion m'avait informé il y a 2 ans et demi de ce sujet-là quand j'ai sorti mon premier livre. Et donc, je l'avais un petit peu médiatisé sur les réseaux sociaux en France, puis j'en avais un peu parlé à la télé, mais ça n'avait pas vraiment pris.
Mais voilà, bon, mais c'est une fraude assez classique. Hein. Oui. Alors là, il se trouve que c'est un ministre des Comores, d'un pays étranger. Donc on se dit, mais comment un étranger peut venir bénéficier du RSA, de la CMU, etc. Alors là, ça fait la une de la presse locale, puis maintenant nationale, parce que c'est un ministre d'un pays. Mais en fait, des gens dans la situation de ce monsieur-là, il y en a plein. Qui viennent profiter de la sécurité sociale avec des faux papiers et qui truandent. Il y en a plein, il y en a des milliers et des milliers, c'est bien le problème. Bien, alors on va détailler le plan gouvernemental. On va rappeler que les fraudes sociales, ce sont les chiffres donnés par la Cour des comptes. Vous n'avez pas les mêmes. Hein. Entre 6 et 8 milliards d'euros par an, dit la Cour des comptes. Sur les prestations sociales. Sur les prestations sociales. Je dirais pas qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Ah bon, d'accord. Parce que quand on lit finement le rapport de la Cour des comptes, bon, 8 milliards sur les prestations sociales. C'est beaucoup, hein, c'est déjà beaucoup, mais ils expliquent aussi que c'est un minimum parce que les administrations ne leur ont pas donné les informations. Par exemple, la Cour des comptes est venue expliquer que ils demandaient le nombre de cartes vitales par année de naissance, vous savez, pour comparer au recensement, pour avoir de manière fine le nombre de cartes actives avec des droits ouverts, on surnombre ou pas. Et la Cour des comptes nous dit que les administrations n'ont pas voulu leur répondre. C'est écrit dans le rapport. La Cour des comptes a aussi calculé qu'il y avait 2,5 millions de personnes qui étaient bénéficiaires de ce qu'on appelle la PUMA maintenant, la protection universelle maladie, ce qu'on appelait la CMU avant. 2,5 millions de personnes qui en bénéficient, qui ne devraient plus en bénéficier parce qu'elles sont à l'étranger, parce qu'elles n'ont plus de droits, etc. Et là, pareil, la Cour des comptes dit, l'assurance maladie n'a pas voulu nous donner le montant des dépenses. Donc en réalité, ce rapport de la Cour des comptes, c'est un plancher. Et déjà, on est à des sommes 2 à 3 fois supérieures à ce qu'on nous disait il y a 10 ans. Vous voyez. Donc je sais que on prend les paris, on revient dans 10 ans ensemble, Jean-Jacques Bourdin, et vous verrez que les chiffres auront encore augmenté. Alors regardons le plan gouvernemental, puisque vous parliez de la carte vitale, l'une des idées développées par Gabriel Attal, c'est la fusion carte vitale, carte d'identité. Vous y seriez favorable? Ah, c'est la carte vitale Gold, comme disait Gad Elmaleh face à dans le film, le film Coco. Mais si vous voulez, c'est une idée qui peut paraître séduisante, cette fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, parce qu'avec la carte d'identité, on aurait l'identité sécurisée. Mais en réalité, c'est un tour de bonneteau. Et c'est assez inquiétant. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, le ministre nous dit qu'il jette à la poubelle la carte biométrique et l'utilisation de la biométrie pour lutter contre la fraude à la sécurité sociale. Et il l'échange avec une étude, parce que c'est ce qu'il annonce ce matin, faire une mission d'étude pour voir si éventuellement on ne pourrait pas fusionner la carte d'identité et la carte vitale. Le ministère de l'Intérieur, depuis hier, dit « nous, on n'en veut pas ». On n'en veut pas, Voilà. Donc c'est très embêtant. En réalité, mais la Belgique, le Portugal et la Suède le font. Tout à fait. Vous avez d'autres pays qui le font, mais en France, manifestement, le ministère de l'Intérieur y est très opposé, ce qu'on découvre dans la presse. Pourquoi ? Ah bah voilà, parce que techniquement ce serait pas faisable, parce que ceci, parce que la CNIL, parce que vous savez, il y a toujours plein de raisons dans notre pays pour pas lutter. C'est comme pour la fraude fiscale. Il y avait toujours plein de raisons pour pas lutter contre la fraude à la TVA. On en a parlé depuis des années tous les deux, plein de fois. Oui, c'est vrai. Et donc là, c'est pareil, la biométrie pour lutter contre la fraude sociale, pour s'assurer que les gens qui bénéficient de prestations existent. Ce serait bien la biométrie. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin. Oui, mais par exemple, une carte biométrique, c'est une carte individuelle. Non, mais il n'y a pas besoin d'une carte biométrique. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Oui, mais par exemple, je vais chercher chez le pharmacien des médicaments pour mon père qui est malade. C'est pas lui qui viendra chercher les médicaments. Je suis bien. C'est pour ça que je vous dis que la solution, c'est pas la carte biométrique. Les gens et les politiques confondent carte vitale, droit ouvert, etc. Tout le monde est un petit peu en brasse coulée là-dedans. Moi, ce que j'explique depuis des années, ce qu'il faut, c'est sécuriser l'immatriculation sociale par la biométrie. C'est-à-dire que vous, Jean-Jacques Bourdin, vous avez votre numéro de sécurité sociale, on appelle le NIR, qui vous permet après de rentrer dans le système et d'avoir droit à votre retraite quand vous serez retraité, à l'assurance maladie, aux allocations logement, à tout ce que vous voulez, mais il y a votre numéro de sécurité sociale. Et on sait que ce numéro, c'est Jean-Jacques Bourdin. Mais pour s'assurer que c'est bien Jean-Jacques Bourdin et que Jean-Jacques Bourdin ne s'est pas fait 15 identités fictives à côté, on utilise la biométrie, les empreintes digitales par exemple, pour être sûr que à Jean-Jacques Bourdin, avec ses empreintes, ne correspond qu'un et un seul numéro de sécurité sociale ouvrant des droits. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, nous avons 75 300 000 assurés sociaux dans un pays de 68 millions d'habitants, pris en charge. Il va falloir donc les empreintes digitales, on est bien d'accord. Bien sûr. Oui, non mais d'accord, mais si je vais chercher encore une fois des médicaments à la pharmacie pour mon père, il sera pas là avec moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Mais non, mais il
il n'est pas question de demander à ce que vous mettiez vos empreintes pour prendre votre boîte de Doliprane. Ouais. L'idée, c'est de dire que votre numéro de sécurité sociale, vous, on vérifie bien que c'est vous, Jean-Jacques Bourdin, avec vos empreintes. Et derrière, vous aurez la carte vitale classique, etc. Et c'est simplement des ouvertures de droits. Et quand on aura refait ce qu'on appelle le réenrôlement de l'ensemble de la population, ça prend 2, 3, 4 ans. Une fois qu'on a tout remis à plat, on n'aura plus comme aujourd'hui 75 millions de personnes prises en charge, on en aura 68, 69 millions avec les gens qui sont à l'étranger. Et on aura sorti 4, 5, 6 millions de gens du système et vous allez voir que ça va faire beaucoup d'économies. Charles Prats, obligation, idée gouvernementale encore, obligation de résider 9 mois par an en France pour toucher les prestations, au lieu de 6 mois aujourd'hui. C'est un choix du gouvernement, mais ce n'est pas une mesure anti-fraude. Ça, c'est une mesure de durcissement des conditions d'octroi des prestations, mais c'est pas du tout une mesure anti-fraude en tant que telle. Bien, croisement automatique des fichiers de la CAF et du ministère de l'Intérieur, c'est indispensable? Alors ça existe déjà, la possibilité d'accès pour les CAF aux fichiers, ce qu'on appelle HDREF, les fichiers du ministère de l'Intérieur. Vous avez une délibération de la CNIL de 2002 qui a 20 ans. Vous avez un décret en Conseil d'État qui permet aux CAF de demander, d'avoir accès en fait aux données du ministère de l'Intérieur pour vérifier si la personne est en situation régulière ou pas. Donc ça peut se faire déjà à la discrétion et à la diligence des organismes de protection sociale. Alors si le sujet c'est de faire un grand système informatique de croisement des données automatiques, d'envoyer les OQTF, etc., au regard des quelques centaines de milliers de personnes concernées, je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de faire passer une loi ou de mettre en œuvre un énorme schmilblick. Il suffit simplement de faire les demandes ponctuelles régulièrement par les CAF. Et ça devrait, ce qui devrait être fait d'ailleurs tous les mois, par exemple. Contrôle des retraités de plus de 85 ans installés à l'étranger pour s'assurer qu'ils sont toujours vivants. Alors c'est bien. On sait qu'on a le problème avec l'Algérie, d'ailleurs l'Algérie l'a dit très spécifiquement. Sur 1000 retraités à Alger, ils en avaient 300 qui n'étaient pas là. 300 non conformes. Donc il y a un sujet qui existe, cela étant, c'est pas là qu'on va gagner des milliards et des milliards en matière de fraude. C'est un sujet dont l'enjeu se calcule en millions d'euros annuels, mais pas en milliards. Bien, la fraude en France, fraude des professionnels de santé, fraude des professionnels de santé, ça existe, Charles? Bien sûr. Les médecins, la Cour des comptes avait chiffré à peu près à 3% la part de médecins généralistes qui trichaient. Sur les infirmiers libéraux, on a des chiffres beaucoup plus importants. Les transporteurs sanitaires, tout ça, on le connaît, on le sait. La question, c'est est-ce que le plan du gouvernement qui consiste à les Français pourront signaler les incohérences. On vous envoie un SMS et puis vous dénoncez, mon docteur s'appelle Lévy, il habite au 74 rue de Turenne, voyez l'ambiance. Je suis pas certain que ce soit quelque chose de bien, sachant que dans le même temps, l'assurance maladie, dans ses systèmes d'information, a toutes les informations au jour le jour. Donc, ils pourraient déjà cibler avec les algorithmes qui vont bien, et c'est pas faute de leur avoir suggéré depuis des années, y compris la Cour des comptes, cibler les médecins qui travaillent 72 heures par jour, les infirmiers qui travaillent 72 heures par jour, etc. Tout ça, on peut déjà le faire. Il n'y a pas besoin de demander à Pierre-Paul Jacques de dénoncer ses médecins. Et les arrêts maladie de complaisance? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On sait qu'il y a une très grosse fraude aux indemnités journalières, ce qu'on appelle les IG, aux arrêts maladie. Maintenant, est-ce que vous croyez vraiment... On peut se procurer, c'est ce qu'on disait, sur Internet, un arrêt maladie sur Internet en 10 minutes, quoi. Mais cela étant, est-ce que vous croyez, Jean-Jacques Bourdin, que la mesure phare, parce qu'en fait, vous savez, sur le plan de lutte contre la fraude fiscale, la mesure phare de Gabriel Attal, c'était les fraudeurs allaient repeindre les centres des impôts. Et là, la mesure phare en matière de lutte contre la fraude sociale de ce plan, ce qui reste, qui va marquer, parce que malheureusement, il n'y a pas de grandes annonces qui crantent, ce qui va marquer, ce sont les 450 Sherlock Snapchat. Oui, cyber-enquêteurs. Voilà, qui vont aller sur Snapchat chercher la fraude. Objectivement, est-ce que vous croyez que c'est vraiment sur Snapchat que l'immense majorité de la fraude sociale se fait aujourd'hui? Alors, la première fraude, c'est quoi? C'est la fraude aux cotisations? Alors, sur la fraude sociale, elle se divise en deux catégories. La fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire le travail au noir, et la fraude aux prestations sociales. Voilà, c'est pas la même chose. Moi, je reste persuadé, mais ce qui est assez logique, que la fraude aux prestations sociales est plus importante que la fraude aux cotisations. Deux indices. D'abord, on détecte maintenant plus de fraude aux prestations que de fraude aux cotisations. Donc, on laisserait penser que l'ensemble est plus gros. Et deux, le montant des sommes distribuées est supérieur au montant des cotisations sociales. C'est-à-dire qu'on a un enjeu financier, enfin des dépenses de protection sociale d'environ 900 milliards d'euros par an en France, et on a un peu plus de 500 milliards d'euros de cotisations prélevées. Et donc, quand vous avez des taux de fraude naturelle, parce que la fraude, elle existera toujours,
toujours. Hein. Toujours. Voilà. Ça, donc vous avez certain. toujours des pourcentages à peu près cohérents de fraude dans le public, dans le privé. On tourne entre 5 et 7%. Il n'y a aucune raison pour que dans l'ensemble des prestations sociales, ce même pourcentage sur un plus gros ensemble ne donne pas des résultats en valeur absolue plus élevés que sur les cotisations sociales. Cela étant, sur les cotisations sociales, les évaluations sont parfois différentes. Vous voyez, les URSSAF disent qu'il y a 8-9 milliards d'euros de fraude. Le Conseil, enfin, vous avez plusieurs estimations qui ont été plutôt vers 17-18 milliards. Nous, à l'époque, avec la Cour des comptes et la DLNF, on était entre 20 et 25 milliards de fraude annuelle aux cotisations sociales. Oui, c'est énorme. Donc, je pense qu'effectivement, la vérité est plutôt vers 18 milliards par an, ce qui est déjà énorme. C'est très important. Et sur les prestations sociales, je vous ai dit, la Cour des comptes dit 8 milliards, mais c'est une évaluation très à minima. À mon avis, on est à beaucoup plus. Et cela étant, une fraude est une fraude. Il faut aller chercher tous les fraudeurs. Bah, évidemment. Et les fraudes sont souvent liées. Vous voyez, je vous donne un exemple. Moi, en tant que juge d'instruction à l'époque, j'ai instruit un dossier, je me rappelle, j'étais à Évry, où vous aviez, comme j'appelle, la complète jambon. C'est-à-dire que les gars, c'était du travail au noir. Donc de la fraude aux cotisations sociales d'entreprise, blanchie par les salariés qui évidemment savaient très bien qu'ils travaillaient au noir, qui eux-mêmes ne déclaraient pas leurs revenus, donc c'était de la fraude fiscale, et puis ils profitaient des allocations comme ils ne déclaraient pas les revenus. Et donc vous aviez toutes les fraudes réunies dans un seul dossier, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que vous savez, les dossiers de travail au noir sont très liés par exemple avec les fraudes à la TVA, parce qu'une entreprise qui ne déclare pas ses salariés, souvent elle va pas payer sa TVA, et puis les salariés ils vont pas déclarer leurs revenus, et puis ils vont quand même prendre des allocations. Donc tout ça c'est très imbriqué, tout ça c'est très lié, et toutes ces espèces de séparation artificielle entre ceux qui disent il faut lutter contre la fraude fiscale, il faut lutter contre la fraude sociale, pas les uns, pas les autres, etc. En fait, la réalité des dossiers, c'est que tout est très imbriqué et que quand un fraudeur veut frauder, il va frauder par toutes les possibilités qui lui sont offertes. Voilà. Merci Charles Prats, auteur de livres Cartel des fraudes et Cartel des fraudes 2. Merci beaucoup. Merci. Édition Ring, il est 10h47. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins 10 après avoir parlé des fraudes sociales, de la fraude sociale, des fraudes sociales. Partons pour l'Ukraine et la Russie. La guerre entre l'Ukraine et la Russie qui fait rage. Drones, missiles, bombardements sur Kiev, mais aussi une attaque de drones sur Moscou. Ce matin, l'Ukraine affirme avoir abattu 29 drones sur 31 des drones iraniens. Pour parler de la défense antiaérienne ukrainienne, Marc Chassian est avec nous. Bonjour Marc Chassian, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Expert en armement, je le disais, 29 drones iraniens sur 31. Il y a eu un mort en Ukraine, 3e attaque russe sur Kiev en 24 heures. Les Russes qui ont envoyé drones et missiles un peu partout d'ailleurs sur le territoire ukrainien. Est-ce que les Russes cherchent en ce moment à épuiser la défense antiaérienne ukrainienne ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, la défense antiaérienne ukrainienne, elle est confrontée à un choix tout à fait cruel qui est soit je défends les villes et donc je défends la population, soit j'installe au-dessus du front une couverture antiaérienne qui permet de protéger mes troupes dans la perspective d'une contre-offensive. Donc les Russes ont fait un calcul extrêmement simple que tout le monde aurait fait, qui est qu'il vaut mieux distraire entre guillemets la défense antiaérienne ukrainienne au-dessus des villes, ce qui évidemment dégarnit considérablement le front et qui pourrait affaiblir la puissance d'une contre-offensive ukrainienne pour dégager les territoires occupés. Oui. Marc Chassian, quelle est la défense antiaérienne ukrainienne ? Elle n'est pas inépuisable. Alors, elle est loin d'être inépuisable et en fait, c'est un composite de différents équipements et de différents systèmes d'armes. N'oublions pas que les Ukrainiens utilisent encore très massivement les systèmes d'origine soviétique dont ils disposaient avant la guerre et qu'ils ont en plus capturés en grand nombre lors de l'offensive ratée russe. Et puis, bien sûr, ils bénéficient des systèmes dits occidentaux, mais qui n'ont pas été livrés finalement en des quantités phénoménales. Ils ont quelques batteries d'excellente facture avec de très bonnes performances, comme évidemment les Crotales français, les Iris allemands ou les Patriotes américains. Mais ces systèmes ont été livrés en nombre finalement relativement limité. Ils ne sont pas capables de couvrir d'abord l'entièreté du territoire ukrainien, c'est une évidence. Et en plus, ils ont été livrés avec un nombre relativement limité de missiles. Alors évidemment, ces chiffres restent tout à fait confidentiels, mais on sait en tout cas que du côté européen, les stocks n'étaient pas là, et donc on a livré ce qu'on a pu, c'est-à-dire quelques dizaines de missiles, pas beaucoup plus. Ce qui fait qu'effectivement, quand les Russes délivrent une offensive à base de drones bas coût
et de missiles de croisière sur n'importe quel point du territoire. Ces systèmes sont extrêmement sollicités et en fait, ce que visent les Russes, c'est tout simplement l'épuisement des stocks de munitions et de missiles ukrainiens pour pouvoir affaiblir encore une fois la contre-offensive que les Ukrainiens préparent. Voilà, exactement. Alors, vous parliez des Iris, le système de défense antiaérien Iris, c'est allemand. Il y a aussi Patriot, c'est américain, Crotale, français, et NASAM aussi, je crois, américano-norvégien, c'est ça? Voilà, NASAM, c'est un système américano-norvégien. C'est un système qui a été conçu par les Norvégiens, mais qui est capable de tirer indifféremment 2 types de missiles américains ou un type de missile norvégien. Et là, encore une fois, les Norvégiens n'ont pas pu livrer des centaines et des centaines de missiles avec leur batterie, c'est une évidence absolue et c'est un fait connu de tous. À chaque fois qu'on détruit un drone, on détruit un missile. Alors les drones, tout dépend parce qu'en fait les drones iraniens sont des systèmes relativement lents et relativement faciles à détecter et donc une grande partie des drones iraniens sont en fait détruits à coups de canon. D'accord. Donc, il y a dans les systèmes antiaériens ukrainiens une combinaison de canons automatiques, donc ce sont des canons de 20, 30 ou 35 mm qui tirent des obus à très grande cadence, des grandes rafales, et on arrive à détruire les drones lents iraniens à coups de canon. Ce qui n'empêche pas que certaines zones qui ne sont pas couvertes par les canons, on est obligé de les taper à coups de missiles. Donc on utilise des missiles. Voilà, et les missiles, sinon, sont utilisés pour détruire d'autres missiles, le missile ennemi, évidemment. Voilà, alors les missiles sont préférentiellement utilisés pour détruire ce qu'on appelle les cibles difficiles, c'est-à-dire celles qui volent très vite, très haut, ou qui volent très très bas sous la couverture de détection. Donc il n'y a que les missiles qui sont capables de rattraper ce genre de cible. Donc il y a une complémentarité qui est organisée au sein de la défense antiaérienne ukrainienne pour donner aux canons et à certains types de missiles, on va dire courte portée et basse altitude, un certain type de cible, et les autres missiles, moyenne portée et longue portée, cibles à haute vitesse, s'occupe du restant des cibles. Donc il y a cet espace de répartition. Mais ce n'est pas du tout facile à organiser, surtout quand on a une espèce de salade, pardonnez-moi l'expression, de systèmes antiaériens venant d'à peu près tous les coins de la planète. Donc la coordination n'est pas facile à faire et il faut tirer notre chapeau aux Ukrainiens qui arrivent quand même à se débrouiller de tout ça. Merci beaucoup Marc Chassian. Merci pour toutes ces précisions très intéressantes. Il est 10h56. Savoir et comprendre le matin sur Sud Radio, dans Parlons Vrai chez Bourdin. Nous allons parler de l'AME, l'aide médicale d'État. Vous voulez intervenir 0826 300 300. Je posais la question, je vais ouvrir le débat entre 11h et midi. Faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer de cette aide médicale d'État? Débat ouvert juste après les infos de 11h, 10h56. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dès 14h, c'est avec Laurent Carillac. Nous essayerons de comprendre quelle est la différence entre une addiction et une passion et quels sont les signes avant-coureurs d'une addiction. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. T'as vu le filet de 3 avocats Eco Plus à 99 centimes seulement? Super, c'est trop bon l'avocat. Il y a des tas de recettes à faire avec. Ah, moi j'en ai une inratable. Oh, c'est quoi? Alors, il te faut une cuillère. Ouais, et c'est tout. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 30 mai au 1er juin, soit 33 centimes la pièce du lot indivisible, variété As, catégorie 1, calibre 134, 147 grammes, origine selon approvisionnement. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Début juin, Léa va courir pour soutenir les personnes en situation de handicap. Rachid, lui, poussera le fauteuil roulant d'Anna. Paul, tout aussi solidaire, marchera en solo avec le Challenge Connecté. Les 2, 3 et 4 juin, participez à pied ou en fauteuil roulant au Run and Trail, la course inclusive et solidaire de l'association APF France Handicap. Rejoignez-nous partout en France pour soutenir notre combat contre l'isolement des personnes handicapées. Info sur apf-francehandicap.org. Bon, on a un problème là. Les clients arrivent et je trouve pas le terminal de paiement. Tiens, prends mon téléphone. Pourquoi faire? Bernard? Oui? C'est le Crédit Agricole. Pour vous dire qu'avec Up2Pay Mobile, vous pouvez désormais encaisser les achats de vos clients directement avec votre téléphone. Ah bon? Et on a Up2Pay? Up2Pay Mobile, oui papa. Sur mon téléphone.
Up to Pay Mobile, la nouvelle solution d'encaissement avec votre téléphone du Crédit Agricole. Disponible sur Android, soumise à conditions réservées aux professionnels sous réserve d'acceptation. Info sur crédit-agricole.fr. Sud Radio à Chalon-sur-Saône en DAB+. Sud Radio. Bonjour, c'est le facteur. Je suis désolé, je ne trouve pas de Durand sur l'interphone. Oui, il faut sonner à Madame Michel. Ah, mais moi j'ai un colis pour Monsieur Durand. Oui, non mais c'est moi Monsieur Durand, mais l'appartement est au nom de ma grand-mère. Ah d'accord. Vous pourriez changer l'étiquette, s'il vous plaît? C'est drôle, ma grand-mère me dit la même chose. Ben, je vais m'en occuper. Pour vous livrer au mieux courrier et colis, aidez-nous à vous trouver. Vérifiez que votre nom figure bien sur votre boîte aux lettres et votre interphone. Assurez-vous que votre sonnette fonctionne et créez votre compte sur laposte.fr avec vos coordonnées pour vous joindre en cas de besoin. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Intersport, tous pour motiver. Ok la team, pour chouchouter nos clients cet été, je compte sur vous pour déborder d'idées. On commence par quoi? Le short de bain Quicksilver à moitié prix. Oh, y a pas à dire pour nos clients, vous vous mouillez vous. Avec Intersport, vous avez le pouvoir de vivre un été sportif. Jusqu'au 11 juin, le short de bain Quicksilver Circle Volette est à 19,99 € au lieu de 39,99 €, soit 50% de remise. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions services et magasins participants sur intersport.fr. Il était une fois un jeune chevalier rentrant d'une dure journée métro, boulot, plus de cerveau. Mais en ouvrant son frigo, quelle belle surprise, son colocataire avait acheté un pack de 12 canettes de 33 centilitres d'Orangina à 6,39 € chez Aldi. Un bien brave homme ce coloc. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Dès demain chez Aldi, 1,61 € le litre, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Il est 11h. Parlons vrai. Les informations, Florian Pierrat. Bonjour à tous. Une obligation à passer au moins 9 mois de l'année en France pour bénéficier des allocations familiales et du minimum vieillesse ou encore des contrôles sur les retraités âgés de plus de 85 ans installés à l'étranger. Le gouvernement lance aujourd'hui son plan de lutte contre la fraude sociale. Dans le Parisien ce matin, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, annonce également qu'une réflexion est lancée pour fusionner la carte vitale avec la carte d'identité. Dans l'actualité également, cette campagne de prévention pour la sécurité des femmes sur l'espace public lancé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 5 millions de tracts seront distribués par les policiers et les gendarmes d'ici l'été. Un QR code est notamment imprimé sur ces flyers. Il redirige vers le site masécurité.fr qui permet de faire des signalements auprès des forces de l'ordre. Un chiffre record, les prisons françaises sont surpeuplées à hauteur de 120%, annonce ce matin du ministère de la Justice. On compte ainsi plus de 73 000 détenus pour seulement 60 800 places. Il y a 2 ans, la France comptait environ 65 000 prisonniers. Et justement, la situation dans les prisons, il en est question dans une commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée. Elle présentera cet après-midi un rapport sur les circonstances de l'agression mortelle d'Ivan Colonna en mars 2022. Le militant indépendantiste corse, emprisonné pour l'assassinat du préfet Rignac, avait été tué par un autre détenu à la maison centrale d'Arles. L'agresseur radicalisé et en détention ordinaire s'était retrouvé seul face à Ivan Colonna durant de longues minutes. En Espagne, le Premier ministre socialiste va tenter un coup de poker. Pedro Sánchez a annoncé hier la dissolution du Parlement. Des élections législatives anticipées seront ainsi organisées le 23 juillet prochain. Le camp socialiste a essuyé une sévère défaite dimanche dernier lors d'un double scrutin municipal et régional. Et puis le tennis pour finir, suite et fin du premier tour aujourd'hui. 12 Français sont en lice, notamment Hugo Gaston, Richard Gasquet, Gaël Monfils ou encore Diane Paris. C'est ainsi que se termine ce flash. Bonne matinée à tous. Merci, très bonne matinée à vous aussi Florian Pierrat, Sud Radio, presque 11h03. On va maintenant passer au pronostic des courses hippiques. Jean-Paul Delperrier nous propose de partir du côté d'Angers pour le tiercé écarté Quintet Plus. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Félix, bonjour à tous. L'handicap d'Angers-Loire Métropole proposé aujourd'hui pour les paris à la carte dans la 5e épreuve de la Réunion 1, 1350 mètres, 16 partants, terrain souple. Le 5 au Trasnon sera donc mon favori devant le 8 Chirimiri. L'As Wonder Boy, 9 Elusive Foot, 11 Mr Goodnight, 16 Kemoko Bello, 13 Restless Spirit et 10 White Platin. 5, 8, As, 9, 11, 16, 13 et 10 pour le quintet. Pour la sélection du jour à Vichy, en Réunion 3, course 4, l'As Kenji de la Vallée. Merci Jean-Paul, des pronostics à retrouver sur sudradio.fr et sur l'application mobile de Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h03, merci d'être avec nous. Nous allons parler de l'aide médicale d'État. Alors, je pose la question, faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer à l'aide médicale d'État? Nous avons plusieurs intervenants et vous verrez tout au long du débat, d'autres intervenants vont aussi se joindre et vous allez appeler 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Évidemment, avec nous, Véronique Louwagie, qui est députée Les Républicains de l'Orne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pierre-Henri, qui est président de France Fraternité et ancien directeur général de France Terre d'Asile. Pierre-Henri, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Tout à l'heure, nous aurons en ligne Caroline Fiat, qui a été aide-soignante et qui est députée LFI de Meurthe-et-Moselle, et puis le docteur Edmond Galipon, qui est médecin généraliste, président du syndicat des médecins libéraux du Centre Val-de-Loire, qui interviendra en tant que médecin traitant et qui nous dira ce qu'il en pense. Alors, faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer à l'aide médicale d'État? Je voudrais d'abord rappeler ce qu'est l'AME, parce que beaucoup de gens ne savent pas ou ont oublié. Enfin, elle a été mise en place, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, vous m'arrêtez tous les deux, vous connaissez ça 1000 fois mieux que moi. Elle a été mise en place en 2000. Il s'agit de prendre en charge les dépenses de santé des personnes en situation irrégulière, je dis bien irrégulière, sur le sol français. Aide sous conditions de résidence et de ressources. Alors, résidence, plus de 3 mois en France de manière ininterrompue et avec justification d'identité. Le plafond annuel de ressources ne doit pas dépasser 9 719 €. Un an, l'aide médicale d'État, prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Le renouvellement, je disais 1 an, le renouvellement de l'aide n'est pas automatique. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut ajouter quelque chose, Véronique Louwagie? Non, je crois que c'est bien traduit. Effectivement, c'est une aide qui vient pour permettre aux personnes en situation irrégulière de bénéficier de soins. C'est une aide qui avait été bâtie pour, je dirais, servir les soins urgents qui sont déclinés. Oui. Or, au travers de la mission, puisque finalement, pourquoi je suis là et pourquoi je m'intéresse à ce sujet, c'est que je suis rapporteur spécial de la mission santé dans la loi de finances, c'est que cette mission santé, elle prend en compte l'ensemble des dépenses affectées à l'aide médicale d'État. Voilà, et cette aide médicale d'État a des crédits budgétaires qui évoluent de manière très importante. Hein. Nous avons 123% de plus qu'il y a 20 ans. Nous avons un nombre de bénéficiaires qui augmente. Alors, des chiffres. Je vous arrête. Des chiffres. Moi, les chiffres que j'ai, vous allez me dire si ce sont les bons. Fin 2021, 380 762, dit le Sénat. Oui, tout à fait. Et fin 2022, enfin au 30 septembre 2022, pour être plus exact, sur l'AME de droit commun, c'est plus de 400 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Et si nous prenons en compte l'aide médicale d'État, soins urgents et l'aide médicale humanitaire, c'est à peu près 415 000 bénéficiaires. Bien. Donc quasiment 20 000 de plus en une année. 415 000 bénéficiaires. Quel montant ? Alors c'est 1,2 milliard d'euros. Et j'ajoute que j'ai conduit des travaux également sur les soins qui sont donnés aux personnes en situation irrégulière, parce qu'il n'y a pas que l'aide médicale d'État qui intervient pour les personnes en situation irrégulière. Il y a 10 autres dispositifs de santé qui sont pris en charge par le budget de la sécurité sociale, qui viennent donner des soins aux personnes en situation irrégulière. Il y a par exemple le maintien des droits expirés, il y a toutes les personnes qui sont résidentes à Mayotte également, il y a des titres de séjour qui sont accordés pour des soins à certaines personnes. Il y a les soins des personnes en détention, il y a la mission d'intérêt général. Voilà. Et j'ai évalué ces dispositifs à un minimum d'1,7 milliard d'euros qui concernent les soins aux personnes en situation irrégulière. Et ce que je déplore, c'est que nous n'ayons pas suffisamment de chiffres et d'éléments de transparence. Il y a de l'opacité sur ces dispositifs. Un élément d'opacité que tout le monde peut facilement comprendre. Il y a 20 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État en plus. Nous savons que les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État le restent en moyenne 3,6 années. Mais nous ne savons pas combien de personnes sont rentrées dans l'aide médicale d'État en une année. Puisque les 20 000 dont je parle, c'est un solde de personnes qui sont rentrées dans l'aide médicale d'État et également de personnes qui sont sorties. Or, nous savons qu'il y a eu à peu près 50 000 régularisations de personnes en situation irrégulière à une situation
de situation régulière. Si nous considérons que ces 50 000 personnes étaient des bénéficiaires de l'aide médicale d'État, cela veut dire que nous avons 70 000 nouvelles entrées. Et moi, je voudrais connaître, au travers de ce solde, les entrées et les sorties. Bien. Et nous avons une opacité, et cette opacité, elle est dangereuse, parce qu'il y a des amalgames, derrière il y a des caricatures. Véronique Louwagie, nous verrons quelles sont les propositions d'ailleurs des Républicains, et quelles sont vos propositions, puisque vous conduisez ce sujet pour les Républicains. Pierre-Henri. Alors, vous venez d'entendre Véronique Louwagie, vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes sur les chiffres, sur le constat, sur... Non, mais d'abord, Jean-Jacques Bourdin vous dire que ce débat sur l'aide médicale d'État, c'est un véritable marronnier. Oui. Ça fait 20 ans que ça dure. Oui, ça c'est vrai. Et avec des propositions... Depuis que l'aide médicale d'État existe. Existe, et avec des propositions régulières de la part de la droite, de l'extrême droite, de la supprimer. De la supprimer. Bon, donc rien de nouveau de ce point de vue. Simplement, je voudrais rappeler aux auditrices et aux auditeurs l'élément suivant. L'aide médicale d'État, c'est l'exact duplication de la CMU, la couverture médicale universelle, pour les nationaux qui se trouvent dans une situation de précarité. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il ne faut pas gagner plus de 800 € par mois pour pouvoir avoir accès à l'aide médicale d'État. Et c'est la même chose pour nos concitoyens qui sont dans la précarité. Simplement, pour nos concitoyens qui sont dans la précarité, c'est 5,6 millions de personnes qui ont accès à la CMU. Et là, c'est autour de 400 000 pour l'aide médicale d'État. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, lorsque l'on aborde la question des coûts. Alors, évidemment, 1,2 milliard, 1,7 milliard, si je reprends vos chiffres, Madame la députée, ça peut paraître beaucoup, mais enfin, il faut comparer au budget de la sécurité sociale et aux dépenses d'assurance maladie qui sont de plus de 200 milliards. Autrement dit, l'aide médicale d'État, aujourd'hui, ça représente 0,5%. J'insiste, 0,5%. Donc pour vous, c'est symbolique, quoi. Ah, mais c'est pas simplement. Alors non, attention, si je vous dis symbolique, je vous dis symbolique, pourquoi? C'est parce que vous dites, lorsque, par exemple, le Rassemblement national demande la suppression de l'AME, c'est un geste politique, quoi. Mais c'est totalement idéologique, c'est totalement politique, et c'est une posture politique. Parce que là où je vais vous dire que c'est pas simplement symbolique, c'est simplement que l'aide médicale d'État, c'est un dispositif de santé publique qui nous protège tous. Nous développerons, parce que c'est l'un des sujets du débat, d'ailleurs. Oui, Véronique Louwagie, vous voulez compléter ou contester En fait, la question est de savoir si oui ou non, nous voulons maintenir en France un dispositif beaucoup plus généreux que celui qui est donné dans les autres pays européens. Et ça n'est pas moi qui le dis. C'est un autre débat, exactement l'IGF et l'IGAS. C'est la raison pour laquelle, de notre nous sommes côté, le seul pays en Europe à offrir cette aide médicale d'État. Nous sommes le pays le plus généreux. Et ça n'est pas moi qui le dis, je ne fais que traduire, et vous pouvez le reconnaître. Et donc ce qu'il faut, c'est de savoir si nous voulons recentrer pour avoir, je dirais, un dispositif qui soit déjà compris socialement, parce que je crois que c'est très important. Mais madame, c'est votre fonction de députée d'où la de la raison faire d'avoir comprendre. de la transparence. C'est la raison pour laquelle je demande au gouvernement d'avoir de la transparence sur des chiffres. Est-ce qu'il est normal que nous ne puissions pas connaître, par nature de bénéficiaires, une ventilation des nationalités des bénéficiaires de l'AME et des pathologies qui sont exercées par rapport à ces nationalités. Alors que pour les demandeurs d'asile, cette je crois qu'on mélange beaucoup de sujets. Est-ce que notre dispositif favorise une immigration irrégulière ?
Ça, c'est une question qui pèse sur notre système de soins. Est-ce qu'il faut lutter contre les dérives? Est-ce qu'il faut lutter contre les abus et les fraudes? Ce sont des questions. Vous croyez, Madame la députée, qu'on traverse la Méditerranée pour venir bénéficier de l'aide médicale d'État et vivre sur les trottoirs de nos grandes villes? Mais où avez-vous vu cela? Vous parlez de différences au sein de l'Union européenne entre les différents États. Écoutez, il y a une étude très récente en Allemagne qui est sortie, où il est vrai que le coût de l'accès restreint aux soins de santé, finalement, montre que le coût est plus élevé qu'un accès régulier. Autrement dit, les études montrent... Restreindre l'accès coûterait plus cher que de... Voilà, restreindre. Et ça, c'est une étude très récente en Allemagne qui montre que, oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est moins favorable qu'en France, mais ça coûte beaucoup plus cher. Eh bien, voilà, et c'est très compréhensible. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas médecin, mais je ne sais pas faire la différence en termes de prévention, madame, entre une bronchite et une pneumonie. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si on ne la soigne pas, et si c'est, par exemple, une pneumonie, ça va coûter beaucoup plus cher aux hôpitaux. Pour vous, c'est de la prévention, quoi. Mais bien sûr. Mais vous, c'est de la prévention. C'est de la prévention qui nous... Parce que, madame, vous n'allez pas demander les papiers à la tuberculose, vous n'allez pas demander les papiers à un certain nombre de maladies de peau, à un certain nombre de maladies broncho-pulmonaires, et ça nous concerne tous. Et je m'interroge, moi, sur, à partir de la légitimité qui est la vôtre, vous êtes élu depuis 2012, vous avez fait, je crois, 10 000 voix au premier tour pour être élu, 18 000 au second tour, et c'est à partir de vos 18 000 voix que vous voulez en fait imposer à l'ensemble de nos concitoyens, par exemple en Île-de-France, une restriction de l'aide médicale d'État qui les met en danger. Parce que, tout simplement, vous avez dans l'Orne, parce que je parle aussi à vos électeurs et vos électrices. Je suis avant tout une députée de la nation. Oui, bien sûr, madame. Mais vous n'oubliez pas non plus vos propres électeurs, et c'est bien normal. Vous avez 48 habitants au kilomètre carré dans l'Orne. Vous savez combien il y en a à Paris? 21 000. En Île-de-France, 1000 habitants au kilomètre carré. Et manifestement, la population étrangère dans l'Orne, c'est quoi? C'est 9000 personnes. En Île-de-France, c'est près de 2 millions, madame. Eh bien, moi, j'ai besoin de ce dispositif d'aide médicale d'État pour protéger tout le monde. Bien, eh ben vous allez répondre après la pub. Vous allez répondre, Véronique Louwagie. Il est quelle heure? Il est 11h16. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, Pierre-Henri vous a ciblé. Oui. Véronique Louwagie, vous vouliez répondre. Alors allez-y. Oui, tout à fait. Vous indiquiez que nous n'avions pas forcément la capacité d'évaluer, je dirais, une pathologie et de savoir si celle-ci était grave. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En revanche, les médecins savent très bien le faire. Et d'ailleurs, ils le font dans le dispositif d'aide médicale d'État, puisque pendant les 3 premiers mois où une personne arrive sur le territoire français et donc est en situation d'irrégularité, elle ne peut pas bénéficier du dispositif d'aide médicale de droit commun, puisqu'il faut avoir une antériorité de 3 mois sur le territoire. Elle bénéficie du dispositif des soins urgents que les hôpitaux et les médecins savent tout à fait décliner. Alors, si l'on supprimait l'aide médicale d'État, on irait où? On supprime l'aide médicale d'État. Je suis étranger en situation irrégulière. Je suis arrivé sur le territoire français. Je suis très malade. Je vais où, aux urgences? Non, mais je crois qu'il faut faire en sorte que l'aide médicale d'État soit adaptée aux soins urgents. Pour ne pas accorder un panier de soins qui soit au demeurant le même aujourd'hui que tous les bénéficiaires. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas dire que c'est le même, c'est faux. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne qui est demandeur
d'asile, qui fait sa demande d'asile, qui vient d'un pays, donc en situation irrégulière, mais qui est demandeur d'asile. Oui, qui vient d'un pays d'origine sûre. C'est pas la ME. Non, mais laissez-moi parler. Par exemple, la Moldavie, où le taux d'admission des demandeurs d'asile est inférieur à 1%, c'est-à-dire que ce sont des pays d'origine sûre. Cette personne vient en France en faisant une demande d'asile. Pendant les 3 premiers mois de sa présence, elle est prise en charge par un dispositif aide médicale d'État, soins urgents. Ensuite, elle passe dans un dispositif PUMA, le même que vous, protection universelle maladie, à l'issue de l'examen de son droit d'asile, de solution, où sa demande est acceptée, elle bénéficie du dispositif normal, où sa demande est refusée, elle reste en maintien des droits pendant une période de 7 mois et demi. Ensuite, elle bascule sur un dispositif aide médicale d'État, droit commun. Est-ce que c'est normal qu'une personne de cette nature puisse bénéficier d'un système aussi généreux? C'est toujours la même chose. En réalité, vous prenez un aspect totalement marginal pour porter le pauvre sur l'ensemble du dispositif. Madame, les demandes d'asile moldaves sont epsilon en France. Et vous le savez parfaitement. Par contre, il y a eu une obligation de visa qui a été arrêtée. Et pourquoi? Parce que la Moldavie occupe... On va passer une autre fonction au sein de l'Europe. Prenons l'exemple d'une personne qui est en situation irrégulière, qui vient du Maghreb ou qui vient d'Afrique subsaharienne. Que se passe-t-il? Même chose. Elle peut bénéficier de l'aide médicale d'État, soins urgents, ce que nous validons, et du côté des Républicains, nous sommes pour recentrer le dispositif d'aide médicale d'État sur les soins urgents. Parce que notre système... Uniquement sur les soins urgents. Voilà, tout à fait. Qui décidera d'ailleurs les médecins et les hôpitaux, comme ils le font de toute façon pour toutes les personnes en situation irrégulière. Le député LFI de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Caroline Fiat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. L'idée des Républicains, c'est de modifier, c'est pas de supprimer, c'est de modifier l'aide médicale d'État et de la diriger vers les soins uniquement pour les soins urgents. Que répondez-vous? Que c'est déjà le cas et puis que c'est un non-sujet. Je pense qu'il y a beaucoup plus urgent à faire en ce moment dans notre pays. Est-ce que vous savez que 82% de non-recours aux soins, il n'y a pas de sujet. Les personnes qui arrivent ne se font déjà pas soigner. Donc, c'est pas un sujet. Oui, mais une personne qui arrive, qui est en situation irrégulière et qui se sent malade, qui souffre, où va-t-elle? Elle bénéficie de l'aide médicale d'État. Oui, j'aimerais bien qu'elle vienne se faire soigner, ce qui n'est pas le cas actuellement. Elles ne se font pas toutes soigner. Mais non, 50% d'entre elles abandonnent, n'ont même pas accès à leurs droits. Parce qu'ils l'ignorent, parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a des démarches administratives à faire et que ce n'est pas automatique. Alors là où je partage l'opacité qui est indiquée, parce que finalement nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui sur le nombre de personnes, en situation irrégulière qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Il y a eu une étude menée par un institut à Bordeaux, mais qui l'a fait sur un nombre de 12 000 personnes en situation irrégulière, et qui aboutit à ce que 51% effectivement des personnes en situation irrégulière soient bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Mais c'est toujours difficile sur une cohorte de 12 000 personnes de faire c'est la raison pour laquelle moi je voudrais connaître chaque année nombre de personnes qui deviennent pour la première fois bénéficiaires. Si je comprends bien, potentiellement, l'aide médicale d'État devrait bénéficier à plus de 800 000 personnes et devrait coûter plus de 2,5 milliards. Monsieur Bourdin, vraiment, la chose importante qu'il faut comprendre, c'est que parfois, le SAMU social rencontre les personnes et vraiment les supplie d'aller se faire soigner et elles refusent parce que justement, elles sont dans une situation irrégulière. Et quand les personnes arrivent, elles sont dans un état pitoyable. Et c'est ça qu'il faudrait régler, plutôt de se dire qu'il faut supprimer ou voir autrement. Et nous, quand on est soignant, c'est vraiment une difficulté pour nous parce qu'elles arrivent dans un état
pitoyable. Et moi, c'est ce que je veux dire aux personnes quand on entend les gens profitent de l'AME, les gens migrent pour profiter du système de soins, c'est faux. Et c'est le message que moi je veux faire passer. Oui. C'est que les personnes n'en profitent pas. Les personnes n'en profitent pas. Vous pensez, Véronique Louwagie, qu'il y a des personnes qui en profitent ? Je vous pose franchement la question. La question, c'est de savoir, quand on voit une évolution des coûts, comme les coûts que j'évoquais, 1,7 milliard d'euros, et je n'ai pas pu évaluer tous les dispositifs, notamment le dispositif SAMU social dont parlait ma collègue Fiat. Je n'ai pas pu l'évaluer, donc c'est encore en plus des 1,7 milliard. Donc la question est de savoir, est-ce que notre système en France est plus généreux que le système des autres pays européens ? À cette question, c'est oui. Tout le monde le reconnaît. Est-ce que nous pouvons continuer doit avoir honte parce qu'on a un système plus généreux ? Est-ce que notre système participe à des dérives, participe à des abus, et participe à des fraudes derrière ? À cette question, moi je dis oui. Et l'administration, l'exécutif doit nous donner un certain nombre d'éléments pour que nous puissions, par tous les organismes aujourd'hui dus à l'AME. Mais Madame la députée, répondez. Quel est le montant des fraudes constatées par tous les organismes de contrôle de l'AME? Vous le savez très bien, c'est moins de 500 000 euros annuels. Moins de 500 000 euros. Vous le savez, démentez-moi. Est-ce que je dis la vérité ? Depuis que je suis rapporteur spécial de cette mission santé, j'ai participé à faire évoluer le dispositif. Un certain nombre de dispositifs. Madame, par exemple, je vais y répondre. Est-ce que vous me laissez le temps de vous expliquer ? Oui, je vous en prie. Par exemple, le dispositif de maintien au droit qui était auparavant de 12 mois, où une personne, lorsqu'elle avait un titre de séjour qui était expiré, pouvait rester pendant 12 mois dans le système de santé. Ne peut plus y rester que pendant 6 mois. J'ai participé à faire évoluer ce dispositif. J'ai participé également à ce qu'il y ait un certain nombre de contrôles. Lors des contrôles pratiqués l'année passée, si je vais vous y répondre. Allez. C'est 200 000 personnes qui ont été identifiées comme bénéficiaires du système de santé PUMA, alors qu'elles auraient dû bénéficier du système de l'aide médicale d'État. La fraude, c'est moins de 500 000 euros par an. Toute fraude doit être combattue. Toute fraude doit être combattue. Vous ne pouvez pas nier ceci. La fraude fiscale en premier lieu. Attaquez-vous à cela. Mais je suis rapporteur spécial de la mission santé. Je reste dans mon domaine. Bon, alors 11h28, nous allons poursuivre ce débat et Jean va vouloir témoigner. Il est restaurateur et il a un apprenti qui est en AME. Il va nous raconter. A tout de suite, 11h28. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h31. Merci d'être avec nous. Nous parlons de l'aide médicale d'État. Faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer à l'aide médicale d'État? Nous sommes avec Véronique Louwagie, qui est députée Les Républicains de l'Orne, avec Caroline Fiat, qui est députée LFI de Meurthe-et-Moselle, Pierre-Henri, président de France Fraternité, ancien directeur général de France Terre d'Asile, et puis témoignage, celui de Jean, qui est avec nous, qui est à Longjumeau dans l'Essonne. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous avez un témoignage à nous apporter, allez-y. Oui, en vous écoutant, vous avez parlé de la Moldavie. J'ai eu un apprenti que j'ai embauché il y a quelques années de ça, un charmant garçon qui était moldave, et donc on l'a pris en apprentissage, et puis comme tout employeur, et surtout avec les apprentis, on est en charge s'il n'a pas de carte de sécurité sociale, bien évidemment, en général, les mineurs, ils n'en ont pas. Donc, on fait les démarches nécessaires auprès des instances nécessaires pour faire la démarche d'avoir une carte vitale. Et puis, dans la discussion et dans le montage du dossier, en plus, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est assistante sociale, donc elle connaît bien tout ça. Et il nous sort une carte médicale d'État. Et donc, au fur et à mesure de la discussion, donc il était moldave avec un passeport. Ils avaient aussi un passeport, quand je dis ils, c'est-à-dire toute la famille, le papa, la maman, les deux frères et lui, étaient tous en aide médicale d'État. Le papa travaillait au Black dans le bâtiment, la maman femme de ménage au Black. Et puis, en fait, le seul qui allait rentrer dans la légalité, c'était mon brave apprenti, qui évidemment... Sauf que ça a mis beaucoup plus de temps que d'habitude parce qu'effectivement, les services de l'administration n'arrivaient pas trop à comprendre entre l'aide médicale d'État et notre demande de carte vitale. Donc, c'est là que je me suis dit, tiens, on est quand même un pays extrêmement généreux, sous couvert d'humanité que je comprends parfaitement. Simplement, il y avait déjà l'histoire du passeport. Il m'a dit, bah oui, mais la Moldavie n'est pas dans la communauté européenne, donc on fait tout ça, on a un passeport...
On a un passeport roumain pour pouvoir rentrer dans la communauté européenne, venir bénéficier. Alors la question que vous vous êtes posée, Jean, c'est comment se fait-il que toute sa famille bénéficiait de l'aide médicale d'État ? Bah bien sûr, et puis en tant que citoyen qui paye beaucoup d'impôts, et surtout quand vous êtes commerçant, vous dites bah moi pour avoir mon épouse m'a expliqué ce que c'est l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que c'est 100%. Oui. C'est-à-dire pour moi, j'essaye d'avoir 100%, il faut quand même que je prenne une mutuelle. Et voilà quelqu'un qui arrive dans mon pays, il n'y a pas de problème, je l'accueille avec grand plaisir. S'il a envie de travailler, il n'y a pas de problème. S'il a envie de rentrer dans la restauration, il n'y a pas de problème. Simplement, on lui donne beaucoup, enfin on lui donne pratiquement ce que moi je n'ai pas, quoi. Parce que ma mère n'a pas eu, mon père n'a pas eu, mon grand-père n'a pas eu. Donc je veux dire, on est extrêmement généreux. Alors je comprends bien, l'humanité, c'est sympathique, mais au bout d'un moment, je pense que j'ai entendu le président des Républicains ce matin sur une autre radio. Qui découvrait des choses. Donc je dis, la classe politique, je ne sais pas si elle est vraiment au courant de ce qui se passe. Alors, il y a des aides Jean, maintenant on déborde beaucoup, je pense. Bien, Pierre-Henri, alors... Mais c'est pas normal, non ? Mais je vais être très clair. S'il y a fraude, il faut la sanctionner. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre un cas marginal pour la totalité. Est-il marginal ? Oui, il est marginal. Et nous pouvons l'affirmer à travers toutes les études dont nous disposons. Parce que, alors, franchement, s'il y a un dispositif qui est suivi par toutes les administrations et par les politiques au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est bien celui de l'AME. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, le panier de soins de l'AME est réduit par rapport à la CMU. Oui. Par exemple, les frais d'examen bucco-dentaire pour les enfants sont exclus. Les cures thermales, évidemment, il n'y a pas accès. Heureusement, dites-vous, pas de carte vitale pour les titulaires de l'AME, ce qui amène à un certain nombre de refus de soins. Et puis, dernier élément, les dépenses maladie par bénéficiaire de la sécurité sociale, Madame la députée, vous les connaissez, c'est aux environs de 3 300 €. Pour l'AME, c'est 3 000 €, c'est moins, donc, pour l'AME, que pour les bénéficiaires de la sécurité sociale. Caroline Fiat et Véronique Louwagie. Caroline Fiat, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Pierre-Henri ? Oui, parce qu'il y a quand même des abus. Moi, je tiens à le dire, parce que une année, j'ai été rapporteur pour avis avec Véronique Louwagie. Tout à fait. Je m'en souviens très bien. Voilà, et lors d'une audition, moi, j'avais été assez surprise d'entendre que des fois, l'AME, elle joue. Et vous savez, c'est des gens qui viennent en jet privé. Qui ont les moyens et qui ne payent pas. Et là, mais ça, c'est le tourisme médical. Ça, il y a des étrangers, Caroline Fiat, il y a des étrangers qui arrivent en jet privé et qui bénéficient de l'AME. Et mais s'ils viennent en jet privé, vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont largement les moyens de payer. Oui, ça on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Ils rentrent chez eux sans payer, et là, pour ne pas se mettre en brisbille avec le consulat et le pays, on réclame pas et on prend dans l'enveloppe AME. Ah oui. Ah oui, non mais celle-là. C'est-à-dire que l'État paie leurs soins, quoi. Tout à fait. Mais celle-là, on n'en parle jamais parce que on préfère taper sur le méchant migrant. Non mais celle-là, on n'en parle jamais. Et puis, sincèrement, parce que là, la déontologie de notre pays, et ça, c'est ma fierté, c'est que le soignant soignera toujours. On ne demandera jamais à la personne qui arrive face à nous s'il a des papiers ou pas. Et quand on est dans une situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que les établissements de santé n'ont pas les moyens. Heureusement que l'AME existe pour faire tourner nos établissements de santé. Donc, soit on tombe dans un pays qui fait que on demande aux soignants de ne plus soigner selon qu'on ait des papiers ou pas. Et là, dans ce cas-là, j'aurais honte de mon pays. Ou soit on soigne. Et ça, c'est la fierté de mon pays. Bien, merci. En tant que soignant, on soigne et on ne demande pas les papiers aux personnes. Et sincèrement, on ne soigne vraiment pas beaucoup et j'aimerais bien que les personnes n'aient plus peur de rentrer dans un hôpital pour se faire soigner parce qu'ils n'ont pas de papier. Merci Caroline Fiat. Merci Véronique Louwagie. Vous répondez à Caroline Fiat. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien de cette audition que nous avions conduite ensemble avec Caroline. Donc effectivement, il y a des personnes qui abusent. Il y a des dérives de notre système. Donc il faut combattre ces dérives. Il faut faire en sorte qu'un certain nombre de fraudes ne se passent pas. Et pour cela, il faut avoir beaucoup plus d'éléments. Et moi, je déplore que l'exécutif, le gouvernement, ne veuille pas répondre à nos demandes.
de quelle nationalité sont les bénéficiaires de l'aide médicale d'État et quelles sont les pathologies vis-à-vis de ces nationalités. Pourtant, et vous remarquez au travers des témoignages de gens que finalement ce dispositif n'est plus compris socialement. Non, madame. Si, mais tout à fait. Quand vous avez un témoignage... C'est vous, républicains. Vous avez entendu Jean qui indiquait que 5 personnes du RN qui mettaient le poids, qui mettaient la focale vous n'entendez pas les citoyens. Oui, écoutez les citoyens. Voilà. Nous avons un certain nombre de cas qui donnent lieu à des fantasmes, donc il faut faire en sorte que ces situations n'existent pas. Vous avez raison. Bien, alors nous allons prendre 2 médecins. Édouard Galipon d'abord. Édouard Galipon, bonjour. Oui, bonjour, Edmond Galipon. Ah, Edmond, et pourquoi Édouard non, mais vous savez, c'est comme ça, c'est une dérive cérébrale. Dites-moi, Edmond Galipon, vous êtes médecin généraliste, président du syndicat des médecins libéraux du Centre Val-de-Loire. Que dites-vous? Est-ce qu'il faut supprimer, modifier ou ne rien changer? Alors, supprimer l'AME, pour nous, médicalement, je trouve ça injuste. Je pense que toute personne a le droit d'être soignée, quelle que soit son origine et son identité. Donc, sur le plan éthique et déontologique, nous, on n'a pas à dire qu'il faut supprimer ou pas supprimer l'AME. Le problème qu'on a, nous, c'est prendre en charge correctement des patients. Ils ont une assurance maladie de l'État, d'accord. Et c'est pas à nous de dire faut supprimer ou pas supprimer, d'accord. Nous éthiquement on doit soigner, notre boulot, déontologiquement on doit soigner les gens. Après, ce qui pose comme problème sur le plan, je dirais, pratique, c'est que souvent des gens arrivent avec des cartes qui sont périmées, qui sont pas à jour. Souvent, beaucoup de médecins se plaignent que la CPAM, puisque c'est la CPAM qui gère l'AME et qui Caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, CPAM, voilà. Et donc, globalement, les médecins se plaignent de ne pas être payés. Donc, nous, on bosse, entre guillemets, pour la gloire. Et que ces patients, on les soigne, on fait des ordonnances. C'est-à-dire qu'on fait bénéficier l'AME sans vous payer, vous, quoi. Oui, en gros, l'État ne paie pas, quoi, si j'ai bien compris. Voilà, donc l'État paie mal. Tous les départements. Oui. Et le souci souvent, c'est que des gens qui ont l'AME, ils reviennent un an après avec une carte périmée, ils croient qu'ils ont toujours l'AME, en fait ils l'ont plus. Donc on fait comment? Donc on fait souvent des actes gratuits parce que du fait que vous avez une AME qui est périmée, vous pouvez plus vous faire rémunérer par l'assurance maladie. Donc alors, c'est pas vrai dans tous les départements. Moi, je suis dans le Loiret, ça marche bien. L'AME, du moment que la carte est à jour, on fait une photocopie de la carte, on joint une feuille de soins, la Sécurité sociale du Loiret nous rembourse. Il n'y a pas de problème. Mais on a des échos quand même d'autres départements où ça marche pas, notamment en Île-de-France. Il y a des gros problèmes. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de bénéficiaires. Voilà, il y a beaucoup plus de bénéficiaires. Tiens, puisqu'on est en Île-de-France, Samy est médecin à Paris. Bonjour Samy. Bonjour Jean-Jacques, merci de me donner la parole. Je vous en prie Samy. Moi ça va être un petit coup de gueule si vous me le permettez. Allez-y. Voilà, merci. Je dirais simplement que cette histoire d'AME c'est encore de la démagogie en fait et de la pure idéologie qui ne sert à rien. La branche maladie aujourd'hui en France c'est 220 milliards. D'accord, 220 milliards. J'espère qu'il y a des gens qui entendent les chiffres parce que comme dit l'adage, nul n'est plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. 220 milliards. Aujourd'hui, on vient nous vendre qu'on veut supprimer l'AME parce qu'il faut économiser 1 milliard, 1,2 milliard. J'aimerais bien savoir si les gens veulent recevoir des livreurs Uber Eats ou Deliveroo qui ont de la tuberculose et qui sont contaminants par voie aéroportée. Je veux dire, c'est de la démagogie. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se soigner, ils ont des enfants. On ne peut pas laisser les gens comme ça n'a pas de sens en fait. Il y a d'autres économies à faire ailleurs. On a des gens par exemple qui partent en vacances, qui vont voir leur médecin pour avoir de l'Imodium et du Spasfan et des médicaments en fait pour ne pas avoir la tourista. C'est pris en charge. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un acharnement ignoble contre des gens qui sont déjà dans la misère, en fait. Et c'est pas là où on peut faire des économies. Maintenant, pour rentrer dans l'aspect technique, l'aide médicale d'État pouvait être transformée déjà il y a quelques années en aide médicale urgente. C'est-à-dire, on crée des centres où il y a un fichage. C'est-à-dire que la personne, en fait, qui bénéficie de cette aide, en passant par 2 centres, 3 centres différents, on va voir que c'est centralisé. On va lui dire, non, écoutez, vous êtes passé hier chez le médecin ou ce matin, vous venez cet après-midi, il y a un problème.
Qu'est-ce qu'on a rétorqué à ça? Comme quoi c'est une atteinte à la liberté de chacun de se soigner. Sachant que les gens qui sont en situation régulière, comme vous et moi, on est obligé de déclarer un médecin traitant sous peine d'être moins remboursé. Donc aujourd'hui, c'est de la démagogie en fait. Tout simplement. Donc non, il ne faut pas supprimer l'aide médicale d'État parce qu'en fait, elle nous protège. Je rappelle que quand il y a eu le Covid, en fait, et le Covid, il est contaminant, d'accord? On a dépensé 6 milliards en un an pour avoir des chiffres, pour des épidémiologistes, pour avoir des médecins, en fait, qui sont passés sur les plateaux télé, en fait, pour raconter des sottises aux gens. 6 milliards en un an. Là, on parle d'1 milliard sur une branche maladie qui coûte 220 milliards. Je veux dire, aujourd'hui, monsieur Attal, le gouvernement, je m'excuse du terme, hein, la catégorie des gens qui profitent de la misère et des gens qui sont en situation de faiblesse et qui les jettent par la suite, vous savez comment on les appelle? Des proxénètes. Pardon du terme. Véritablement. Voilà. Bien, donc bien. Alors, Samy, les livreurs de bouffe qui viennent chez vous le soir pour vous déposer votre bouffe, mais c'est vrai, ça. Beaucoup sont clandestins. S'ils n'ont pas la ME, ils vont ramener des maladies. Samy, je comprends très très bien. Alors, que faire? Quelle solution? Nous allons voir la solution que vous proposez. Nous allons réfléchir, puisque LR fait des propositions. Tout à fait. Je ne parle pas de suppression. J'oublie la suppression. Vous voulez modifier l'aide médicale d'État. Samy, si vous pouvez encore rester avec nous 3-4 minutes, nous verrons quelle est la solution que vous proposez s'il faut améliorer le système. Allez, 11h44, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h47. Nous terminons sur l'aide médicale d'État. Faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer? Alors, quelle solution proposez-vous aux Républicains, Véronique Louwagie? Premièrement, d'obtenir de l'exécutif du gouvernement un certain nombre de données aujourd'hui qui nous échappent, notamment sur le nombre d'entrants, de bénéficiaires entrants chaque année dans l'aide médicale d'État, puisque le nombre de 20 000 d'augmentation, c'est un solde. Deux, d'avoir des données sur la nationalité de ces bénéficiaires et les pathologies qui sont déclinées au niveau de ces bénéficiaires. Deuxièmement, il faut recentrer l'aide médicale d'État sur les soins urgents. Des bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Voilà, comme cela existe pour les demandeurs de droit d'asile. Et nous ne l'avons pas pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Voilà. C'est tout ce que vous demandez ? Premier point. Deuxième point, recentrer l'aide médicale d'État sur les soins urgents, comme cela est décliné dans un grand nombre de pays européens. Il faut laisser aux médecins, aux hôpitaux, aux services d'urgence, la possibilité de décliner. Pousse la porte donc d'un cabinet médical. Oui. Et c'est le médecin qui va déterminer. Tout à fait. S'il détermine que le soin n'est pas vraiment urgent. Eh bien, il lui appartiendra alors de voir ce qu'il fait. Le soin urgent est apprécié déjà par les médecins et les hôpitaux, puisque la personne en situation irrégulière, durant les 3 premiers mois de son entrée sur le pays, bénéficie de ce dispositif des soins urgents. Donc nous proposons de le maintenir et de ne pas donner une ouverture par un panier de soins qui est très généreux. Troisième point, il faut effectivement plus contrôler, et là c'est un autre sujet, tout ce qui concerne l'immigration, parce que quand nous voyons que des personnes en situation irrégulière sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État pendant 3,6 années, c'est le délai moyen de maintien dans ce dispositif, ça n'est pas normal. Bien, alors, nouveau témoignage. Oui, Samy, vous vouliez dire quelque chose simplement ? Le témoignage, c'est la preuve elle-même que c'est un problème en fait politique et c'est un problème du ministère de l'Intérieur que plus un problème de santé. La personne qui est passée tout à l'heure, qui a dit qu'il y a des gens qui viennent avec un jet privé pour se soigner avec l'aide médicale, elle est complètement à côté de la plaque, puisque pour bénéficier de l'aide médicale d'État, il faut avoir séjourné en France en situation régulière pendant plusieurs mois, faire une demande avec des preuves. Voilà, exactement, et rentrer des preuves. Donc les gens qui viennent avec un jet privé, par exemple des pays du Moyen-Orient, ils ont suffisamment d'entreprises et d'affaires qui coûtent des millions pour attendre une aide médicale d'État. Je veux dire, à un moment, il faut sortir de la schizophrénie, la bipolarité. Voilà. Donc, madame la députée qui est LR, je dirais que le parti politique cherche à renaître ensemble, mais vous n'allez pas le faire sur le dos des gens qui sont déjà dans la misère. Donc, soyons sérieux. Bien. Voilà, il faut trouver d'autres créneaux. Bien, merci Samy, merci d'être avec nous. Mais Timothée est à Bédarieux, infirmier lui, et dans Bédarieux dans l'Hérault, et voulait témoigner. Bonjour Timothée. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, mais c'était pour donner un exemple. Alors, allez-y. L'utilisation de notre argent pour des personnes étrangères. Allez-y. J'ai travaillé pendant 5 ans en dialyse. Et qui était un sujet sensible il n'y a pas longtemps, hein, parce que ça coûte très cher à la France. Et pour vous donner un exemple, j'avais, 15 ou 20% de ma patientèle qui était étrangère. Oui. Qui n'était pas que du Maghreb, qui était aussi d'Arménie. Étrangère en situation régulière ou irrégulière ?
Ça dépend. Ça dépend, parce qu'ils demandent toujours des papiers, comme quoi ils ne peuvent pas être transportés en avion. Non, mais Timothée, étrangère en situation régulière ou irrégulière? Parce que c'est important. Qu'est-ce qui est important? Savoir s'ils sont en situation régulière ou irrégulière. Si l'étranger était en situation régulière, vous ne pouvez pas le chasser. Mais non, on ne peut pas le chasser. Mais ils arrivent en France avec une insuffisance rénale qui coûte très très cher, puisqu'on est entre 900 € et 150 € la dialyse par jour et par semaine. Bien sûr. Mais ensuite, parce qu'ils sont éligibles à la greffe, même s'ils ne sont pas français. Donc, on va leur payer une greffe qui nous coûte entre 25 et 35 000 €. Timothée, oui. Celui qui est en situation régulière, vous considérez que même un étranger en situation régulière ne doit pas avoir accès aux soins, quoi. Mais ils ne viennent pas pour travailler. Alors Véronique, peut-être que ce que Timothée évoque, c'est le titre de séjour pour soins, qui est un dispositif qui permet à une personne en situation régulière de demander une prise en charge médicale pour une situation d'une extrême gravité. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, cette situation d'extrême gravité a beaucoup évolué. D'ailleurs, c'est l'OFI, cet organisme lui-même, qui le dit, et qu'effectivement, nous avons aujourd'hui 25 000 à peu près titres de séjour pour soins qui sont accordés aux Français avec... qui accorde? C'est l'Office français, c'est l'Office? C'est le ministère des Affaires étrangères. L'OFI donne son avis, et ensuite c'est chaque préfecture qui Madame la députée. Et sur ces 25 000 titres de séjour... Non, pas du tout. 25 000, sur ces 25 000 titres... 25 000 avis qui ont été demandés pour l'accès à un titre de séjour. Et sur ces 25 000 avis qui ont été demandés, 66% ont été favorables, ce qui fait 16 à 17 000 personnes. Et qui rend l'avis? C'est 3 médecins au sein de l'OFI. 3 médecins. Donc, Madame la députée... L'Office français d'immigration. Juste ajouter que l'OFI donne un avis et que les préfectures ne suivent pas cet avis. Timothée, il faut écouter ce que dit Timothée. Voilà, nous avons 25 000 titres de séjour pour soins qui sont valables sur le terrain, parce que ces titres de séjour sont reconduits. Nous avons 25 000 titres de séjour. Timothée, ces personnes qui sont prises en charge dans un centre de dialyse, est-il normal qu'on ne sache pas s'ils sont en situation régulière ou irrégulière? Théoriquement, on doit le savoir. Ils doivent être en situation régulière, à mon avis. Timothée. Le problème, c'est pas ça. Ah bon? Le problème, c'est que c'est des personnes qui sont soignées chez eux. Ils viennent en France pour la qualité des soins, pour la possibilité d'accès à la greffe gratuitement, mais ils sont soignés chez eux. C'est-à-dire qu'en Arménie, il y a des centres de dialyse. Par contre, les néphrologues leur disent qu'il y a 2 options. Soit vous venez en France et on vous greffe gratuitement, soit vous allez en Russie et ça vous coûte 50 000 Il y a des conventions entre pays. Comment ça se passe? Il y a des conventions entre pays, des accords bilatéraux qu'il faut aller examiner en termes de contrepartie, de remboursement, etc. C'est un dispositif qui est compliqué. Mais a priori, si on vient se faire soigner en France, si on est admis dans un hôpital, soit on a été admis préalablement avec un titre de séjour, soit c'est dans le cadre d'une convention bilatérale, et y compris, vous avez un certain nombre d'hôpitaux qui, en France, font ce qu'on appelle font appel à du tourisme médical, c'est-à-dire ils remplissent, ils remplissent évidemment, et sur le dos de la sécurité sociale. Alors sur le dos, en tout cas, qui se font payer grassement un certain nombre d'interventions, voilà, et notamment dans le privé. Donc, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, et que Madame la députée, ne prenez pas un dispositif de santé publique pour faire une question de politique migratoire. La question migratoire, elle mérite d'être débattue, elle est sérieuse. Ne vous inquiétez pas, on va débattre sur la question migratoire. Vous terminez, Véronique Louwagie? Oui, je voudrais juste dire que sur ce titre de séjour pour soins qui n'est pas beaucoup connu, je fais 3 propositions. La première, c'est de faire en sorte que ce titre ne soit accordé qu'à des personnes qui soient sur le territoire français depuis plus de 2 ans. Le deuxième, c'est qu'il soit mieux défini la situation d'extrême gravité
au niveau pathologie. Et le troisième, c'est que tous les pays dont proviennent ces personnes qui demandent ce titre de séjour pour soins, qui donnent des situations de soins à peu près équivalents à ce que l'on peut produire en France, ne puissent pas donner ce titre de séjour pour soins. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'abus et cela participe au tourisme médical. Et nous devons combattre ces situations. Cela dit, le tourisme médical privé, il existe aussi dans l'autre sens. Hein. Le nombre de Français qui vont en Tunisie, en Turquie, en Thaïlande ou ailleurs pour se faire soigner... ça n'est pas le sujet des finances publiques de France. On est bien d'accord, c'est pas le sujet des finances publiques. Et quoique, j'aimerais qu'on jette un œil là-dessus aussi. Il est 11h56. Merci à tous les deux. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi et qui sont intervenus. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Nous allons parler de toute autre chose après les infos de midi. Je recevrai le sociologue Michel Vievorka. Il souhaite que Laurent Berger soit candidat à la prochaine élection présidentielle pour répondre aux deux pôles extrêmes de gauche et de droite. La violence, dit-il, est multiple en France. Notre système politique et institutionnel est épuisé. Sommes-nous en route vers l'autoritarisme? Il est 11h57. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Nous recevons Michel Vievorka, qui est sociologue, auteur de Alors Monsieur Macron heureux, aux éditions Rue de Seine. Michel Vievorka, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de la situation. Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Nous allons parler de la situation française. D'abord, je voulais regarder l'actualité avec vous. Réforme des retraites, ça ira au bout, si j'ai bien compris, puisqu'Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée, a donné son feu vert à la proposition de loi Lyotte, qui sera débattue et votée ou pas à l'Assemblée. Enfin, vous votez, soumise au vote à l'Assemblée nationale le 8 juin. Est-ce que vous pensez que les Français sont encore dans cette réforme des retraites? Est-ce que l'esprit des Français est encore dans cette réforme des retraites? Avant de vous répondre, il n'est pas encore certain qu'elle soit débattue et votée. Parce que je crois que la présidente de l'Assemblée nationale a l'air un peu réticente, disons. Voilà. Mais bon, sur le fond, j'ai le sentiment que tout le monde sait que c'est quand même un peu derrière nous, que ce sont des combats difficiles à mener et sans grande chance d'aboutir à des résultats. Mais je crois que les Français ont été sonnés. Je crois que... Alors, vous savez, dans ces cas-là, vous en avez qui disent, bon ben moi, la politique, je m'en fous complètement. Donc l'abstention, à terme. Vous en avez qui sont en colère, qui sont enragés. Vous avez les casseroles. Et donc vous avez un mélange de rage, de colère et de... Les gens sont désabusés en même temps. Vous avez les deux. Alors, ça m'intéresse beaucoup, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette première question, parce que je pensais à votre réponse. Vous écrivez que la gauche et la droite sont en état de décomposition. Je parle de la gauche et la droite classique. Deux pôles extrêmes. Aujourd'hui, l'extrême gauche, l'extrême droite, ça veut dire quoi? Est-ce que nous sommes en route vers l'autoritarisme? Écoutez, je crois que tout peut y conduire, mais on ne sait pas encore quel autoritarisme. Alors, je pense qu'un autoritarisme d'extrême gauche est très peu probable. Je ne dis pas totalement improbable, mais très peu probable. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour arriver aux affaires, il faut être élu. Dans ce pays. C'est en tout cas la stratégie aussi bien de ce qui a été Macron pour arriver au pouvoir que la stratégie actuelle du Rassemblement national. Il n'y a pas plus respectable, plus légitime, plus conforme aux institutions, une cravate pour aller au Parlement, etc., que le Rassemblement national. Ils veulent être élus. Donc, si on veut réfléchir à d'où viendra l'autoritarisme, il viendra d'un processus institutionnel. À mon avis, il ne viendra pas d'une situation chaotique ou d'un succès de l'extrême gauche. Alors là, il y a deux scénarios possibles. Mais pourquoi imaginons que l'extrême gauche soit vainqueur de prochaines élections. Écoutez, elle n'en prend pas le chemin. Enfin, beaucoup de choses sont possibles. Elle n'en prend pas le chemin. Une partie de la gauche classique, et de ce qu'il en reste, de ses débris ou de ce qui essaie de renaître, ne veut surtout pas entendre parler de cette extrême gauche, ou de cette gauche de gauche, disons. Donc, je pense que son avenir politique, est limité. Par contre, je vois deux avenirs politiques susceptibles de basculer dans l'autoritarisme, ou de faire basculer le pays dans l'autoritarisme. D'une part, le Rassemblement national, avec une stratégie très institutionnelle, il compte les points en ce moment, d'une part, et d'autre part, ce qui viendra...
pendant ou après ce mandat présidentiel. Tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quand même un chef d'État qui a l'air de décider en se préoccupant bien peu des corps intermédiaires, non seulement les syndicats, mais les parlementaires, mais aussi les élus locaux, les grandes associations, etc. Alors pourquoi, nous allons essayer de comprendre ça, quelles sont des pistes possibles, enfin, votre avis sur la question. Michel Vieviorca est avec nous. Il est 12h11, petite pause publicitaire, on se retrouve. Jean-Jacques Bourdin. Michel Vieviorca est avec nous, sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bon, la violence aujourd'hui, on parle beaucoup de violence. Il y a eu des épisodes violents dans notre histoire, tellement nombreux, mais aujourd'hui, elle est multiple, cette violence, hein, Michel Vieviorca. On voit la violence islamiste, la violence sociale, la violence politique, la violence sociétale, elle est multiple. Exactement, et par conséquent, on ne peut pas du tout l'imputer à un processus politique relativement unique. Je vais faire une comparaison, un quart de seconde seulement, parce qu'elle est dangereuse. Si vous êtes dans l'Allemagne en train de se nazifier dans les fin des années 20 et années 30, vous avez une violence qui va tout dans un sens. C'est Hitler, c'est Léon Couteau, c'est la Nuit de Cristal, c'est toutes sortes de choses de ce genre. Donc là, on peut se dire, on peut comprendre ce qui est en jeu de façon assez élémentaire, même si des gens n'ont pas voulu comprendre. Tandis que là, ça vient de tous les côtés. Alors il y a quand même un axe un peu central dans cette violence. Disons, je laisse de côté les choses plus personnelles ou sociétales, comme vous dites, mais ça, je le laisse de côté. Mais sinon, il y a quand même la mise en cause, et donc la crise de la République. Ça, c'est quand même très clair. Quand des élus sont menacés ou agressés ou victimes d'attentats, quand un prof de l'enseignement public est assassiné, quand des pompiers sont maltraités, quand des flics... qui eux-mêmes d'ailleurs sont accusés de faire de la violence policière, sont frappés, etc. Tout ça, ça met quand même en jeu ce qui est pour nous le cœur de la vie collective, le lien social, la République. Et donc il y a quand même quelque chose... Donc la République est prise à partie. Je pense qu'elle est à la fois prise à partie et en difficulté elle-même. Et en difficulté elle-même, Et donc, alors il y a d'autres choses. L'islamisme n'a pas grand-chose à voir avec la République, évidemment. Mais vous voyez... Mais il y a un cœur quand même, et c'est pourquoi d'ailleurs les propos récents du chef de l'État m'ont semblé quand même un peu... Sur la décivilisation. Bon, un peu facile. Ça veut dire, il y a un processus, je n'y peux rien, mais je l'affronte et vous allez voir ce que vous allez voir. Non, c'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Il y a vraiment un problème. Si c'est la République, au cœur de ces questions, alors... c'est l'école publique, alors c'est la justice, alors c'est l'hôpital et la santé publique, etc. C'est tous ces domaines auxquels il faut redonner du souffle républicain. Alors, redonner du souffle républicain, il y a aussi les institutions, alors, qui sont en cause, les institutions républicaines qui sont en cause, Michel Vieviorca. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, je sais pas, une grande révolution institutionnelle, si je puis dire. Révolution. Attention, parce que ce mot a tellement été galvaudé, mais... Les sociologues ou les historiens se méfient un peu on va faire une révolution et tout ira bien après. Parce que c'est pas forcément comme ça que ça se fait. Mais ce que l'on peut vraiment concevoir, c'est qu'il y en a pour longtemps. C'est pas des choses qui se régleront comme ça d'un seul coup. Et pour ça, il faut du souffle. Il faut des acteurs. Il faut des gens qui disent « je prends en charge des réformes, des transformations, je les discute, je les négocie, je mets en place des lieux où on réfléchit ». Tout le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais il faut avoir une base politique pour ça. Il faut avoir une base, je sais pas moi, de l'opinion publique qui vous suit. Il faut, parce que les partis sont déconsidérés. Ça peut pas venir de quelqu'un qui est issu d'un parti. Aujourd'hui, non? C'est pour ça que je suis assez déprimé, moi aussi. Oui, c'est ce que je vois. Moi aussi, parce que je ne vois nulle part les forces politiques qui pourraient apporter ce souffle. Je vois des extrêmes, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais sinon, je vois un parti, une gauche incapable de s'organiser. Je vois une droite en train de se détruire, de s'autodétruire. C'est en tout cas comme ça que je vois les processus actuels. Et je vois un centre qui est de plus en plus droitier, qui est plus du tout divisé, incapable de faire de la politique.
nous avons le pire de la 4e République, pas le meilleur, mais le pire. C'est-à-dire, rien ne peut se faire sans des magouilles, des jeux politiciens, des arrangements, un jour avec l'un, un jour avec l'autre. Avec des partis politiques déconsidérés. Et qui le seront de plus en plus. Chaque fois qu'ils accepteront quelque chose avec le pouvoir, on dira, ils vont d'un côté, ils vont à la soupe, et chaque fois qu'ils refuseront, ils diront, ils veulent jamais rien faire. Enfin, oui, on va vraiment une situation de crise de plus en plus grave. Alors, ça vous conduit à réfléchir à la solution Laurent Berger. Est-ce que vous pensez que Laurent Berger devrait être candidat à la prochaine présidentielle ? C'est un ami, donc je peux me permettre de vous dire, il m'a engueulé quand j'ai écrit. Enfin, engueulé très amicalement, mais il m'a dit que c'était pas du tout sa perspective. Oui, enfin ça, quand un homme public dit vous engueule, d'abord c'est bon signe, c'est bon signe. C'est amical. Oui, bon, j'ai compris. Et ensuite, quand il dit c'est pas du tout, vous le pensez sincèrement ? Alors, je le crois très sincère et je crois comprendre son raisonnement. Oui. Quand on a été syndicaliste. Oui. On a pris comme position dans l'existence d'être du côté de ceux qui contestent, qui protestent, qui essaient d'obtenir plus de droits, d'améliorer le rapport entre la contribution et la rétribution des travailleurs, etc., etc. Donc, on est de ce côté-là. Quand on bascule du côté de la politique, on peut être dans l'opposition un jour, mais on espère être un jour du côté du pouvoir. Et donc, un syndicaliste n'est pas préparé à occuper le pouvoir. Donc, moi, mon raisonnement était un peu plus compliqué comme ça. Oui. Mon raisonnement, c'était, non pas de dire, il faut qu'il devienne président et qu'il exerce le pouvoir. Mon rôle était, j'ai fait une comparaison qui l'a amusé 10 secondes, qu'il soit un peu comme Moïse. J'amène mon peuple jusqu'à la terre promise et je m'en vais à... Ça voulait dire quoi ? Je me fais l'expression d'une volonté que les choses changent, je me fais élire. Je mets en place, par exemple, une assemblée constituante, ou enfin quelque chose qui modifiera en profondeur les structures même institutionnelles de notre pays. Et après, je quitte le pouvoir. Voilà, je n'exerce pas le pouvoir. C'était un peu ça mon idée. Même ça, évidemment, il n'en veut pas. Pardon, quand Michel Vieux-Vorca, quand il signe qu'il participe au pacte du pouvoir de vivre, il fait de la politique. Évidemment, même si c'est pas de la politique purement politicienne. Il fait de la politique, mais sans débouché politique direct. Le drame français, je vais vous dire, et ça, on n'aime pas dire ça en France. La France n'a jamais été social-démocrate au sens où... Jamais. Jamais. Il y a des gens qui disent vive la social-démocratie, mais l'idée de social-démocratie, c'est des forces sociales larges portent l'action politique qui incarne ses forces. Bon, en France, on a des forces politiques, on en a eu, elles n'ont jamais été François Hollande n'était pas un social-démocrate pour vous. Écoutez, il n'était pas, au sens que je suis en train de dire, il n'était pas porté par des syndicats. Bon, il voyait Laurent Berger, il voyait la CGT, mais il n'était pas... Le Parti socialiste français n'a jamais été l'expression du syndicalisme. Mais les syndicats sont très peu... Alors c'est un autre drame français. Suivis. C'est un autre... ils ont remonté la pente, là. Oui, un petit peu. Mais c'est un drame français qui a une épaisseur historique énorme. On n'a pas le temps d'en parler avec précision, bien sûr. Mais ça date, je vais vous dire de quand, ça date de la fin du 19e siècle. Et ça date même de la Révolution française. Il y a eu une loi qui s'appelait la loi Le Chapelier, une loi révolutionnaire, pour dire surtout pas de corporation, d'organisation des gens sous forme de C'est la Révolution qui a tué le syndicalisme. Moi, je pense que la Révolution a retardé pendant un siècle la formation du syndicalisme. Donc, quand il s'est constitué, le syndicalisme, il était très hostile à tout ce qui est pouvoir d'État, action politique. Il était anard. On appelait ça d'ailleurs l'anarcho-syndicalisme. Et puis ensuite est venu un autre modèle qui était toujours pas social-démocrate, qui était le modèle communiste. C'est-à-dire non pas le syndicat qui porte le parti, mais le parti qui en fait sa courroie de transmission. Donc si vous voulez, il y a une grande épaisseur historique dans tout ça. On n'a pas le temps d'en parler. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des syndicats faibles, on a un acteur important. Alors, ce pacte dont vous parlez, ce pacte avec 60 organisations, c'est très important, mais il n'a pas de lieu qui va traiter politiquement de ce qu'il va proposer. Et donc, c'est là où il y a une carence dans notre pays. Ben oui, une carence avec peu de personnalités qui émergent, avec une élection de 2027 qui risque d'être... Parce qu'en France, on ne parle que d'élection présidentielle, évidemment, une élection qui
qui s'annonce, on ne sait pas. C'est un brouillard. Hein, oui, mais Jean-Jacques Bourdin, vous le savez aussi bien que moi, vous me l'avez dit tout à l'heure. Chaque jour, un clou chasse l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer ce qui nous en serons dans 4 ans? Exactement, oui, parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter aujourd'hui. Bien sûr. Nous vivons dans l'immédiateté, nous n'arrivons plus à nous projeter. C'est une forme de décivilisation, ça, d'ailleurs. Oh, écoutez, moi, la décivilisation... Alors, pour vous, c'est quoi la décivilisation? Alors, pour moi, c'est un sociologue historien qui s'appelait Norbert Elias, et qui était... Alors, il avait dit que les sociétés vont vers de plus en plus de civilisation. Il avait commencé par étudier la cour, comment les gens apprenaient à se retenir, à paroter à table, à être propres, etc. Donc, il étudie le processus de civilisation. Et c'est un juif allemand, et il s'aperçoit un beau jour que les nazis sont en train de faire qu'était le pays peut-être le plus civilisé, ou un des plus civilisés au monde, était en train de basculer exactement dans le contraire de ce qu'il avait étudié. Alors c'est là où vient l'idée de décivilisation, c'est-à-dire que c'est le nazisme. La décivilisation. Alors vous comprenez, parler pour la France de décivilisation, c'est une plaisanterie, c'est pas sérieux, c'est trop rapide. Et d'ailleurs, en plus, quand il en a parlé, le chef de l'État, il avait en tête un certain nombre de violences. Moi, si j'avais envie de m'amuser, je dirais, quand Madame Schiappa vient poser pour Playboy, est-ce que c'est hautement civilisé? Et que quand un ministre de l'économie écrit des pages lestes dans un roman, c'est hautement civilisé. Alors, la décivilisation légère, si je peux dire, on peut l'observer un peu partout. Le problème, c'est bien plus la crise de nos institutions républicaines que l'éloignement de la civilisation. Merci Michel Vieviorca, sociologue, auteur de « Alors Monsieur Macron », heureux aux éditions Rue de Seine. Merci beaucoup d'être venu nous voir, il est 12h26. Vous êtes sur Sud Radio, André Berkoff.